Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes mardi et il est 22h30 sur votre monde. C'est votre émission qui commence. Alors ce soir, nous allons vous entretenir sur la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Et comme d'habitude, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Lipod, à qui je vais laisser le soin de nous donner quelques éléments sur le thème qui va être parcouru durant cette soirée. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Nous allons parler de la mystique de l'alimentation et la spiritualité ce soir. Pourquoi la mystique de l'alimentation? C'est une manière de rappeler les gens que l'alimentation est quelque chose de mystérieux dont il faut décrypter tous les contours. Donc c'est une série d'éditions sur la base de l'alimentation qu'on commence comme ça, comme d'habitude. Et on va essayer d'aller d'abord de comment ça se passe d'abord par rapport à l'homme, comment préparer l'homme à une alimentation assez spirituelle. D'accord. Alors nous allons passer 90 minutes ensemble. Bien sûr, vous aurez votre chronique, autant pour moi, qui va se défaire en deux parties. Ensuite, vous aurez la réflexion et vous avez également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Alors moi, ce que je vais vous demander, c'est de bien vous installer. Le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. La mystique de l'alimentation et la spiritualité. De l'alimentation à la toile de l'âme. D'emblée, disons que le thème de cette édition porte sur l'alimentation. Il s'agit d'un choix atypique de translation essentielle pour relever les dessous mystiques de l'alimentation. Dans tout cela, le plus important serait son rôle métaphysico-sanitaire dont notre vie de tous les jours en dépend. Nous ne sommes pas de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un mouvement chargé d'assurer la sécurité alimentaire dans le monde. Étant donné que tout est en constante mutation, en simple interlocuteur, nous, du domaine métaphysique, tenons à décrypter la face cachée de l'alimentation, son côté spirituel. Dans le cadre métaphysique, nous avons le devoir de situer la question de l'alimentation sur un autre piédestal parce que nous devons relativiser le problème sur le fait que l'homme n'est pas que physique, mais est doté d'un ensemble de corps en un, physique, astral et mental. D'ailleurs, nous avons vu ceci au cours de nos éditions antérieures lorsque nous parlions de la mystique de la science face à la connaissance, évoquant ainsi la création de la cathédrale de l'âme en nous. Précisons que nous ne sommes pas des êtres au singulier. C'est pour cela que notre dimension psychique et spirituelle nous met en relation avec d'autres mondes, minéral, végétal et animal. Des mondes qui font partie de notre patrimoine du passé, faisant l'essentiel de notre parcours de l'état embryonnaire à l'état où nous sommes à présent. Eh bien, l'héritage d'un tel parcours ne saurait être décrit le plus amplement possible par la science classique sans l'aide de la science occulte qui tient à sa base les dons antiques de nos origines. Il n'existe pas d'évolution spirituelle sans la construction de la toile de l'âme. Mais construire une telle toile, les choses passent par l'adoption d'un mode de vie sain comme un choix qui tient compte de l'art de satisfaire les besoins de l'être intérieur et non les désirs de ses différents corps. Disons que les besoins primordiaux de tout un chacun sont bel et bien du côté de comment nourrir son être intérieur dans la triple dimension du corps, physique, esprit et âme. Un exceptionnel choix d'aliments qui se doit être adéquat par rapport à chacune de ces dimensions. Ici, nous ne faisons pas allusion aux recettes culinaires, mais à l'art d'opérer un choix spirituel des aliments qu'il nous faut. La difficulté de bien comprendre ce que c'est provient du fait que la signification primaire d'un choix originel d'aliments est occulte.
C'est pour cela qu'au fond, la question de l'alimentation est tout un phénomène tant du côté santé que spirituel. Comme dans le milieu religieux, on ne cesse de ne rien comprendre. Il est tout à fait normal que la majorité des gens de ce milieu, y compris les clergés eux-mêmes, en soient déroutés. En revanche, retenons que la connaissance de base qui conduit sur le sentier de la divinité passe par l'alimentation spirituelle qui met toute personne en quête de la spiritualité hors du circuit de la corruption de son âme. Alors, professeur, vous parlez ce soir de la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Alors, du point de vue métaphysique, l'alimentation serait quoi exactement? Alors, du point de vue métaphysique, l'alimentation serait le carburant du moteur. Si le moteur étant l'ensemble des éléments qui constituent le corps humain. Et dans ces éléments, il y a des éléments physiques et des éléments subtils, dont l'alimentation va dans tous les sens, allant jusqu'à influencer le côté psychique, voire le subconscient, le supraconscient, dont jusqu'à toucher les chakras, c'est-à-dire le développement spirituel de l'homme partant du fait du côté subtil. L'alimentation va donc influencer et aussi ce côté-là. Ce qui veut donc dire que l'alimentation devrait être le bon carburant qui correspondrait au moteur. Parce qu'on ne saurait donner à un moteur qui n'a pas besoin de gasoil ce genre de carburant alors que c'est un moteur à essence. Alors, professeur, vous définissez l'alimentation comme étant le carburant. Est-ce que dans le domaine de la métaphysique, il faudrait manger ce que nous mangeons tous les jours pour alimenter ce moteur dans l'alimentation? Alors, ça veut dire que le carburant, en fait, pour un bon moteur, ce n'est pas seul le carburant qu'il faut. Il faut que le moteur respire, donc le moteur a besoin de l'air. La preuve, lorsque ça circule, il y a des zones où l'air y entre et alimente le moteur. Le moteur a besoin de l'huile aussi et d'eau. Donc, en fait, l'homme a construit des choses à son image. Supposant aussi que Dieu l'a construit à son image. Bon, il a construit des choses à son image. On a l'eau, on a l'huile et on a même l'air. Parce qu'il y a les filtres à air, il y a aussi le radiateur. Tout cela, c'est alimenté par des ventilateurs qui produisent de l'air pour qu'il n'y ait pas le chauffage. Alors cette intelligence portée sur des instruments qui nous transportent d'un point à l'autre, pour ne citer que l'automobile. Alors serait peut-être nécessaire qu'on étudie aussi de la plus bonne manière la notice de l'organisme humain, autant on a la notice du corps. Parce qu'on sait à quel moment purger le moteur, à combien de kilomètres. Mais on ne sait pas à quel moment purger le tube digestif, libérer le côlon. C'est-à-dire après combien de temps qu'on ait alimenté l'organisme de tout, de rien, on en fait parfois ou souvent une poubelle, une bonne poubelle, et à tout y mettre, surtout lorsqu'on est véritablement diversivore. Alors on ne se pose pas la question que attends, je ne fais que charger, à quel moment je vais vider ou je vais vidanger. Bon, mais pour sa voiture, non, c'est pas à perdre le temps pour revenir sur la notice pour se rendre compte que cette voiture, je risque de faire couler le moteur. Mais comme la voiture, c'est plus important que soit parce que la voiture, on l'a achetée à coût de millions, et que soit même on n'est pas la grâce de Dieu. Bon, la seule chose, c'est de prier Dieu et vivre n'importe comment. Voilà. Alors, que devons-nous manger? On commence par là et puis on va aller à la vidange, parce que pour vidanger, il faut charger. Alors, on charge le moteur comment? De toute façon, comme on n'est qu'au début, bon, mais plantons les décors pour que les gens aient l'envie de suivre les éditions qui vont venir. Alors, sur
notre planète, les insectes ont leur manière de manger. Alors, les reptiles en ont la leur, les mammifères en ont la leur, mais aussi il faut les différencier. Parce que le lion ne mange pas comme la vache ou le buffle, et non plus comme le porc. Le porc non plus mange comme les autres. De même, les primates, nous sommes là devant les singes et des gorilles qui ont une alimentation assez différente de ce que mangeraient les lions. Donc, les êtres tels que répartis en genre et en nombre, de même sont différenciés par leur tube digestif, et du fait d'être différenciés par leur tube digestif, de même ont une alimentation assez différente. Alors maintenant, vraisemblablement, l'homme semble être l'animal et qui ne vit plus de son instinct, qui vit de son environnement, qui est influencé par des prescriptions. Par exemple, manger équilibré, c'est une prescription. On ne sait pas trop quels sont les ingrédients qu'on met dans ces récitals de manger équilibré. Ou alors on cite quelques ingrédients qui n'ont rien à faire avec le fait de nourrir le corps, si ce n'est que de pourvir les calories au corps, parce qu'il y a une différence entre manger les calories, qui sont en fait l'unité de chaleur qui réchauffe le corps, et manger des éléments vitaux qui sont aujourd'hui appelés qui sont aujourd'hui classés dans le cadre de l'alimentation bio, comme pour dire que cette dernière catégorie nourrit l'organisme parce que du fait d'être bio, revivifie ou revitaliser les cellules du corps. Donc peut amener à ce que le corps puisse avoir la facilité d'obtenir de cet aliment les nutriments nécessaires pour bien carburer les cellules afin de les permettre leur autorégénérescence facilement. Voilà. Donc, vous parlez tout à l'heure des différents tubes digestifs. Et on a l'habitude de vous entendre dire qu'à chaque tube digestif, son type d'alimentation. Alors, puisqu'il s'agit de l'homme que nous sommes, déjà on va commencer par voir ce que c'est que notre tube digestif. Et ensuite nous dire ce qu'il faut prendre pour ce tube digestif-là. Alors, le tube digestif de l'homme, ça commence par les dents. Nous avons des dents qui ne sont pas crochues comme les dents des lions. Et nous ne saurons nous vanter d'être très carnivores. C'est vrai que nous avons des canines. Bon, on a les possibilités de broyer et quelque peu même les os à la place du chien. Mais sauf que le chien, ses dents sont plus robustes. Quand l'os le dépasse, je vois mal comment l'homme va s'en sortir, même après avoir cuit l'os pendant une semaine. Alors donc là, on comprend que nos canines ne sont pas trop puissants. Et il faut donc se méfier parce qu'il faut savoir à quoi ça sert ces canines-là. Il y a les mollets qui écrasent très bien, hein, qui qui, comme je disais, ramollissent le bol alimentaire de façon à bien mâcher. Serait aussi nécessaire à bien utiliser ces mollets. Donc en fait, à partir de la bouche commence la première phase de digestion. L'alimentation, les aliments qui entrent au niveau de la bouche doivent être très bien mâchés. Et être bien mâché, ça veut dire que ça doit devenir liquide au niveau de la bouche. Si vous avez par exemple les bâtons de manioc pour les régions d'Afrique qui mangent le manioc en termes de bâtons, qui sont fabriqués, du moins qui sont cuisinés ou produits comme si c'était les frondes, ce ne serait pas nécessaire d'en consommer parce que vous allez tourner avec, ça ne deviendra jamais liquide. Il faut que tout ce qui entre dans la bouche, avant que ça ne soit avalé, que ça devienne liquide. Le fait de devenir liquide permet à ce que les amylases, c'est-à-dire les enzymes néanmoins, pour faire court, de
la bouche puisse bien se mélanger avec le bol alimentaire. Et cela permettra qu'à partir de la bouche, certains types d'éléments qui font partie de l'aliment qu'on est en train de consommer, particulièrement les glucides, et que ça soit digéré. Parce que c'est la zone où les glucides doivent être absolument digérés. Parce qu'à cette zone, au niveau des paroisses buccales, le sang récupère directement des particules de ces glucides. Et puis, pour maintenant, cela peut permettre à ce que la digestion de glucides ne s'efface plus à l'intérieur pour qu'on n'ait pas le diabète, par exemple. Parce que lorsque de la bouche, on a mangé des amidons, pas seulement le sucre, on a mangé les sucres lents qui sont dans les tubercules et tout. Bon, on peut se retrouver qu'on n'ait pas bien digéré ce sucre au niveau du digestif parce qu'on n'a pas préparé de son bol alimentaire fait à base de tubercules sur la base même de la mastication, c'est-à-dire à l'entrée de l'aliment dans le tube digestif, parce que la porte d'entrée, c'est la bouche. Maintenant, quand l'aliment descend, arrive au niveau de l'estomac, il faut que les 3 parties de l'estomac reçoivent le bol alimentaire en de très bonne manière, parce que c'est déjà liquide. Donc ça se mélange seulement avec les liquides de la muqueuse estomacale d'un point à l'autre, et puis cet élément de bol alimentaire qu'on appelle le chyme va donc descendre au niveau du duodénum. Alors arrivé au niveau du duodénum, ça trouve un laboratoire, le duodénum, qui a aussi ses composants. Et là, on trouve un carrefour de ce qui vient du foie et de ce qui vient comme enzyme de la deuxième langue du tube digestif qu'on appelle le pancréas. Le pancréas va donc débiter ces enzymes qui sont en 3 catégories. Je ne vais pas les citer parce que je ne suis pas en train de faire un cours de biologie quand même. On est en métaphysique, il y en a plus, mais on a pu déceler quelques. Alors là, il faudra bien que dans son aspect exocrine, que les produits, la production chimique sa production chimique descende au niveau du duodénum, pour que à ce niveau du laboratoire du tube digestif se construit donc la base de la transformation des nutriments en des substances que le corps va utiliser. Ce que le corps va prendre et ce que le corps va rejeter. Parce que arrivé à l'intestin grêle, les problèmes commencent. Et pire alors quand ça arrive au niveau du côlon, donc du gros intestin. On doit donc, dans un premier temps, avoir une bonne manière de trier, de sélectionner un bon choix de ce que nous voulons manger. En réalité, parce qu'on sait pourquoi on mange ça. Pas que nous voulons manger des choses simplement parce que ça nous plaît. On peut bien manger des choses qui plaisent, mais ça donne le cancer, ça donne ceci, ça donne cela. Malgré que, médicalement parlant, le cancer, c'est quelque chose qui arrive, peut-être que l'alimentation est très moins concernée, mais à écouter, par exemple, j'écoutais une vidéo dernièrement, il y a un professeur de médecine que je n'ai pas besoin de citer son nom, il a même un prix Nobel, qui vantait la trithérapie et le nouveau traitement du cancer. Bon, expliquant que les cellules de cancer n'ont jamais pu être vaincues par les globules blancs qui pourtant sont à l'aube du temps nos soldats et qui nous défendent contre toutes sortes de maladies. Et que à chaque fois que on fait un prélèvement des cellules du cancer, on constate que tout autour il y a des globules blancs, mais malheureusement, qu'est-ce qui empêche que ces globules blancs, je recite ce qu'il disait, qu'est-ce qui empêche que ces globules blancs ne phagocytent pas les cellules de cancer? Alors donc, parce que les cellules de cancer sont intelligentes et qu'elles ont un somnifère qu'ils crachent aux yeux des cellules. C'est-à-dire une histoire à dormir debout. Bon, et comme ça,
on ne veut pas rendre l'homme responsable de ses actes. On met en marge le comportement irresponsable de l'homme par rapport au choix de son mode de vie, au choix de son alimentation, et on met en avant l'agressivité. Et là, on ne nous dit pas scientifiquement d'où sortent alors les cellules cancérogènes du fait qu'on ne serait pas né avec. On serait né plutôt avec le globule blanc. Et à quel moment ces cellules ont échappé l'attention du globule blanc? On ne nous dit pas. Donc, vous voyez, métaphysiquement, nous, on a l'impression que les gens s'amusent avec les gens. Parce que l'espèce protégée, c'est dans la brousse. Les panthères, les félins, les gorilles, les singes et tout, on ne doit pas toucher. Mais l'homme, on s'en fout. Tous ceux peuvent mourir tout le temps. Comme nous, on se reproduit rapidement ou comment. Alors on s'en fout, on n'a qu'à mourir nous tous. Nous ne sommes pas l'espèce protégée, ne serait-ce que par des connaissances scientifiques qui seraient à même de nous donner une vie, non seulement une vie de santé simple, mais nous conduire vers la spiritualité. Parce que si nous parlons de la spiritualité, c'est parce qu'on nous parlait de Dieu. Et que nous ne devons pas aller en enfer. Nous devons aller au paradis. Mais comment allions-nous au paradis lorsque les bases de la connaissance qui nous permet d'avoir une vie saine? Parce que dans un corps sain habite une âme saine. Alors, comment ces bases-là ne sont pas relativisées dans notre quotidien par rapport aux enseignements qui nous viennent de l'école, de l'église et de partout, hein? Voilà. Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait, au niveau de la bouche, mastiquer de telle sorte que l'aliment devienne liquide. Oui. Alors, on a l'habitude de dire que l'estomac a pour rôle d'écraser l'aliment qu'on a mangé. Bon, si les dents ont donc déjà fait ce travail de mastication totale liquide, à quoi servirait donc encore l'estomac? Bon, alors, c'est comme pour dire que, allez, couper comme si l'estomac était devenu une panse, comme dans le cas des herbivores, et envoyer ça là-bas, et puis l'estomac va se débrouiller. Non, l'estomac n'a pas de dents. L'estomac, c'est comme une poche qui ressemble à une serviette. Et c'est cette poche-là qui se meuvent, c'est-à-dire qui essaie de pétrir ce que ça reçoit. Et cela voudrait dire que pour ne pas trop lui donner du travail, permettons à ce que ce que nous lui envoyons soit quand même à moitié digéré. Parce que si on dit que la digestion commence par la bouche, ça veut dire donc que la bouche a son rôle. Et que la bouche termine avec son rôle, l'estomac va prendre le relais. Et il va aller dans son office comme il se doit. Bon, mais je ne pense pas qu'on a mis les dents pour qu'on rigole avec, ou bien qu'on croque les gens, ou que ça soit seulement là pour arracher la chair et avaler. Non, on a mis les dents pour que ça fasse l'effet dans la bouche du travail qu'on attend de ces dents-là dans la chaîne de la digestion, comme étant la première phase de cette chaîne. D'accord. Alors, après le tube digestif, parce que vous nous avez expliqué comment on va de la bouche pour ensuite, vous avez appelé ça comment? Le dédénum, c'est ça? Oui, le dédénum. Qui va à un moment donc le laboratoire. Trier ce qui du digestif. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc mettre dans sa bouche? Alors, ce qu'il faut mettre dans sa bouche, c'est 3 éléments nécessaires. Il y a les protéines, les lipides et les glucides. Cela peut se traduire en des noms d'aliments. Par exemple, si vous mangez l'arachide, on peut y trouver plusieurs composants, hein, comme un grain. Mais si vous mangez le feuille, c'est pas du manioc ou c'est pas quoi, vous y trouvez plusieurs composants aussi. Ces composants peuvent être les sels minéraux et des fibres, par exemple. Bon, on peut aller dans les détails quand il faut y aller, on va y arriver parce que je crois que c'est quelque chose d'important de parler de l'alimentation. On va essayer d'aller pas à pas, mais là, grosso modo, voilà, les glucides, les lipides et les protéines.
Alors, professeur, quelle différence faites-vous entre les protides et les protéines? Alors, les protides sont les matières premières qui permettent à l'organisme de fabriquer ces protéines qui lui sont propres. Alors que les protéines sont des éléments morts venant de la bête tuée et transformés par le feu, donc tués doublement. Alors, ce qui fait dire que, ou bien ce qui fait constater que de la mort, on ne peut pas obtenir la vie, étant donné qu'on mange pour vivre. On ne vit pas pour manger, parce que si c'est pour plaire à son palais ou bien pour faire de son palais une zone de satisfaction, c'est-à-dire vous mangez pour satisfaire vos désirs de gourmandise, bon, là c'est autre chose. Alors on ne saurait donc pas dire que l'alimentation est telle que ça se passe, où on pense qu'on peut manger les protéines. Non, les protéines à la place des protéines, parce qu'en fait, en réalité, même dans l'Antiquité, les gens mangeaient des protéines, c'est vrai, mais c'était constitué de protéines à la base. C'est-à-dire que lorsqu'on avait un gibier, ça on le mange en faisandé, c'est ce que les Européens en font du camembert, quelque chose de pourri. Hein? Bon, donc on mangeait ça un peu décomposé, mais avec une forte dose d'herbes, hein, des herbes triées dans le cadre des plantes médicinales. C'est-à-dire que des plantes qu'on sait pourquoi on les consomme et quel est le rôle de ces plantes. Alors, ce qui prouve que le morceau de viande, ou la viande qui était dans ce genre de sauce, n'était que le motif pour donner l'appétit à la personne qui mange, pour que la personne ne se croit pas être autre chose qu'un animal, parce que il est animal du genre carnivore en quelque sorte, mais il fait quand même la part des choses, parce que même les hyènes savent bien que quand on a mangé trop de carcasses d'animaux et tout, il faut encore manger des herbes pour essayer de faire la part des choses pour améliorer sa digestion. Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la protéine était l'élément mort qu'on retrouvait dans les viandes. Mais on a l'habitude de parler de protéines végétales. Qu'en est-il exactement? Alors, il n'existe pas de protéines végétales. Ça, c'est une extrapolation. Cette extrapolation, c'est un abus de langage. Je concède ça aux Européens, aux Blancs, aux Français surtout, parce que c'est leur langue. Mais soyons sérieux. On ne peut pas parler d'un produit fini à une matière première et dire que c'est la même chose. La protéine, c'est une matière première. C'est quelque chose que le corps travaille avec pour transformer ça en chair, en carcasse, en autre constitution, en viscères et tout. Bon, par contre, la protéine n'a rien à voir, n'entre pas dans la chaîne, même si on fait n'importe quelle démonstration, parce que j'en sais beaucoup de choses qui sont enseignées dans les universités en matière de protéines. On dit des choses, ça c'est une extrapolation, c'est une manière d'endormir les gens. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain s'attaquer à la base même du mensonge qui a été introduit dans la science à des fins mercantiles, c'est-à-dire à des fins capitalistes. Parce que le problème de l'enseignement supérieur est le fait que le capitalisme contrôle les intelligences, d'où le formatage. Alors, le capitalisme n'est pas un système social qui est socialisant. Non, ce n'est pas un système socialisant. C'est un système de récupération des forces, des énergies et de la bêtise des uns et des autres au profit des malins. Alors là, on fait semblant que la société est faite pour que n'importe qui puisse émerger, contrairement à la société communiste où il y a des paresseux qui vivent aux dépens de ceux qui travaillent. Et bon, disons, là c'est les deux extrêmes. Dans l'extrême capitaliste, les riches vont devenir plus riches en utilisant les naïfs, en utilisant les autres pour esclaves.
Et dans les sociétés communistes, les petits malins vont faire semblant qu'ils n'ont pas les possibilités de travailler, ils vont plutôt profiter du travail des autres, puisque dans la société communiste, on peut, dans ce système, je veux dire, on peut manger sans travailler. Bon, maintenant, le système qui devrait être tampon, ce serait le système social et socialiste. Dans ce système, normalement, tout le monde essaie de travailler, ou autrement dit, on essaie de donner les moyens à tout le monde de travailler pour que on se partage le fruit de ce travail collectif. Bon, c'est vrai que ce système n'a pas pu explorer. Kadhafi était peut-être l'une des personnes qui avait le meilleur système par rapport à ça. Mais on ne doit pas nous faire croire que les termes utilisés dans le capitalisme, que ce soit en médecine, que ce soit dans le domaine alimentaire et tout, soient des termes clairs. Pourquoi? Parce que si la science s'occupait de l'alimentation dans les meilleures des manières, il n'y aurait pas de maladie. Parce que dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai de quoi vous souffrez, disait Hippocrate. Mais comment les gens prêtent serment d'un certain monsieur, il n'applique pas ce que lui, il avait présumé mettre en place. Bon, ou bien présumé croire que ça existerait pour le bien de tous. Et il disait, lorsqu'on nourrit un malade, on le rend plus malade. Mais allez dans les hôpitaux généraux, on facture, il y a un département de l'alimentation qui se fonde sous forme de restaurants et qui alimente les malades avec des aliments pourris. C'est-à-dire qu'on a un poulet qui a duré des années dans le frigo quelque part et qui est servi un beau matin et on sert à manger même aux gens qu'on va opérer l'estomac quelques heures après. Alors finalement, si c'est ça la science, moi je dirais bon, mais moi je fais métaphysique. En métaphysique, nous on pense qu'on doit quand même avoir du recul à l'égard de l'être humain. D'accord, on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de notre chronique et on revient juste après pour la suite des questions. Construire la toile de l'âme. Il va sans dire que pour l'atteinte de la sphère spirituelle, le plus important de la haute importance est la question de l'alimentation. Tout ce qui existe s'alimente, tant du monde minéral, végétal qu'animal. Dans le temps le plus reculé pour se nourrir judicieusement, les hommes s'en référaient à leur instinct. Mais cet instinct, l'humanité actuelle l'a perdu parce que, à une certaine époque, l'alimentation fut réglée par les chefs spirituels et plus tard par des prescriptions religieuses. De nos jours, c'est une catégorie d'universitaires qui de cesse gesticulent comme étant des personnes qui en ont la clé. Cependant, nous devons retenir que la question d'alimentation est un sujet clé de la vie, à prendre au sérieux pour notre santé tout d'abord, et qu'il n'y a pas de spiritualité possible si nous ne sommes pas en bonne santé. Évidemment, vous hésitez de vous poser des questions au sujet de l'alimentation. On dirait que vous refusez de savoir profondément pourquoi manger. Nous comprenons que vous n'arrivez pas à vous offrir une toile de l'âme, c'est-à-dire vous tissez au-dedans de vous des lins et ou du coton occulte, le tout s'entrecroisant le plus naturellement possible. Autrement dit, vous ne connaissez pas la nécessité de réfléchir à chaque fois quand il faut faire un choix. La dite toile qui se veut celle de l'âme doit être tissée par le fil mystique de trame alternativement sur le fil de la chaîne. Il ne s'agit pas de l'achat anodin d'un bien du genre, un legs pour votre âme, mais d'offrir à votre être intérieur quelque chose de remarquable afin que votre âme soit en évolution. Nous y reviendrons, nous parlerons de 3 types d'aliments, positifs, neutres et négatifs. La toile de l'âme, professeur, c'est vrai que vous nous avez promis d'y revenir, mais on peut quand même déjà avoir quelques brilles d'explication sur ce que serait la toile de l'âme. Alors, c'est une manière de prendre en considération qu'on n'est pas nous, de par le corps physique, le corps astral
et le corps mental. Alors, en ce temps-là, l'âme se met dans la logique de l'araignée, que c'est l'âme qui construit une toile, ou alors qu'on aide l'âme à pouvoir construire une toile, afin que l'âme puisse capter tout ce qui est de bon et rejeter, empêcher, mettre la barrière à ce qui n'est pas de bon, de mieux pour son évolution. C'est un style de langage qui se fonde sur un cas de figure, comme une sorte d'allégorie, qui permettrait à ce qu'on comprenne qu'on a des responsabilités de s'identifier comme des dieux. Et si Dieu est écrit en petit d, pas comme Dieu, je sais pas moi, le grand architecte, comme le disent, comme l'appellent les maçons, ou bien le Dieu tout-puissant comme les chrétiens, je sais pas, Allah comme chez les musulmans, non. Mais une, disons, force cosmique, une entité universellement très élevée, qui va au-delà de l'imagination de l'homme. Nous ne pourrions pas en être là, au stade de l'évolution où nous sommes. Nous sommes appelés à évoluer pour pouvoir intégrer la source. Et la source, c'est donc ce Dieu-là. Mais avant d'y arriver, on a parlé de la cathédrale de l'âme. Parce qu'il faut que ça soit cohérent, notre style de communication. Et aujourd'hui, nous parlons de la toile de l'âme. Alors, la cathédrale de l'âme, c'est un lieu de recueillement qu'on fonde en nous, qui fait que les désirs et les besoins, on sait déjà comment les trier. Maintenant, il faut aussi que la toile soit faite à l'intérêt de l'âme, pour que les prédateurs qui viennent de part et d'autre habiter notre pensée, c'est-à-dire le fait que nous n'avons pas la maîtrise de nos pensées, le fait que nous sommes visités par beaucoup d'idées à la fois, au point à ne pas nous focaliser sur une idée précise afin d'avoir la maîtrise de nos pensées. Il faudra bien que cette toile-là soit tissée pour que l'âme soit à l'abri de ces agressions qui perturbent son évolution. Alors, professeur, tout à l'heure, vous nous aviez parlé des 3 éléments nécessaires dans l'alimentation: protéines, glucides et lipides. Alors, moi, j'aimerais savoir à quel niveau, ou alors quel est le rôle de l'eau, parce que vous semblez avoir oublié l'eau dans les différents éléments, je veux dire, nécessaires à l'alimentation de l'eau. Bon, mais ces éléments-là ont toujours de l'eau. C'est vrai que l'eau se boit à part. Bon, parce que si nous prenons le cas des plantes, les plantes boivent de l'eau, sans quoi elles ne peuvent pas vivre. C'est grâce à l'eau, à la nappe phréatique, que les plantes vivent. Maintenant, les feuilles de manioc ou les feuilles de dolé, les feuilles de toutes les plantes que nous prenons, même les feuilles de laitue, les feuilles de choux, tout cela ont de l'eau en quantité suffisante, suffisante par rapport à la catégorie de feuilles, parce qu'il y a des feuilles qui n'ont pas suffisamment d'eau. Par exemple, on a beau pu voir le dessèchement de l'étang, même de marécage produit par les eucalyptus, mais ces feuilles sont sèches, ils n'ont pas suffisamment d'eau. Voilà. Et de même, les feuilles de manioc n'ont pas suffisamment d'eau, le persil n'a pas suffisamment d'eau, mais tout cela a quand même une bonne quantité d'eau. Alors maintenant, dans la place de l'eau, quand nous parlons des nutriments, nous ne parlons pas les nutriments pour les mélanger avec les autres aliments. Parce que nous disons ici, il y a des aliments positifs. Bon, l'alimentation positive, l'alimentation neutre et l'alimentation négative. Les nutriments entrent dans le cadre de l'alimentation négative. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si les gens ne mangeaient pas
on ne mourrait pas. Mais comme la nature des choses a voulu que nous mangions, quitte à mourir, parce que nous devons d'ailleurs mourir, que nous mangeons. Alors, si nous restons encore sans manger, on va mourir vite. Mais sauf qu'on peut rester des mois sans manger, mais on ne peut pas rester des mois sans respirer, ni des mois sans boire de l'eau, du tout. Quand on ne mange pas, on peut ne pas boire. Quand on mange, on peut ne pas boire de l'eau. Quand même, l'eau de ce qui vient dans l'alimentation va quand même compenser. Parce qu'il y a des gens qui boivent difficilement de l'eau. De l'eau, exactement. Bon, mais ils boivent quand même les bières. Il y a de l'eau dedans. Ils boivent le vin, il y a de l'eau dedans. En quelque sorte. Mais il y en a aussi qui ne boivent ni bière, ni sucrerie, et ni vin, ni liqueur, mais boivent très difficilement de l'eau. Ils mangent, ils ne boivent pas de l'eau. Ils se lèvent le matin, ils ne boivent pas de l'eau. L'eau n'est pas son fort. Mais c'est des gens qui ont aussi, par épuisement, à un certain moment donné de leur vie, par épuisement de leurs cellules, rentrer dans le vieillissement précoce. Donc, peuvent avoir des maladies qui peuvent arriver de façon à écourter leur vie. Mais comme on ne sait pas, on ne sait exactement pas combien de temps on allait vivre. Parce que si quelqu'un meurt à 40 ans, on trouve normal que, mais il y a des gens qui meurent à 40 ans, c'est normal qu'ils soient morts à 40 ans. Bien qu'ayant fait des erreurs qui peut-être l'ont empêché de vivre jusqu'à 50 ans ou jusqu'à 60 ans. On va dire c'est normal, et son temps était arrivé. Voilà. D'accord. Mais est-ce que on a l'habitude de dire que l'homme a besoin d'alcool? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de bière en disant que la bière était constituée d'eau. En même temps, on a dans la bière de l'alcool. Alors, je veux dire quoi, cet adage populaire qui voudrait que on dise que l'homme a besoin aussi d'alcool dans le fonctionnement de son organisme. Qu'en est-il exactement du point de vue métaphysique, puisque nous sommes dans le cadre de l'alimentation? Moi, je ne crois pas que l'alcool, c'est quelque chose même dont il serait question de dire l'homme a besoin d'alcool. Parce que, en fait, l'alcool, c'est quoi? C'est les glucides. Oui, c'est de l'acide, c'est du sucre, c'est tout cela à la fois. Parce que trop d'acide, trop de sucre se transforme en acide. Et là, dans le cadre de l'équilibre acido-basique, il faut éviter tout ce qui augmente le taux d'acidité dans le corps. Parmi ces choses, il y a l'alcool. Donc, l'alcool n'est pas nécessaire pour la santé. Même si c'est une manière, parce qu'il y a une certaine médecine qui vante tout ce que le système hégémonique et qui est pourvoyeur de cette médecine prévoit pour le commerce mondial. Alors, lorsque vous mangez de la banane, le plantain, mais surtout ce qu'on appelle la banane douce, alors vous mangez de l'alcool, parce que cette banane-là même produit on peut en faire une bière, on peut en faire une boisson alcoolique. Il suffit de faire de la fermentation, vous buvez ça, vous saoulez. C'est comme quand on essaie de faire la fermentation. Donc, lorsque on ramasse les fèves de cacao, on les fermente et on obtient du jus. Ce jus-là à l'alcool, on peut boire ça comme si on buvait de l'alcool. Et là, c'est le jus. Bon, mais maintenant, les produits qui passent par l'usine sont des produits à part. C'est à partir des produits naturels, du genre les liquides qui sortent des fèves, l'extraction des liquides des fèves de cacao, l'extraction des liquides de canne à sucre et tout, ont amené à ce que les industriels étudient comment produire des choses soit semblables, soit ayant pour base les dérivés de ce que je cite là, et deux fois même juste une étude appropriée sur les composants pour obtenir à partir de ces composants des produits de synthèse qui vont donc maintenant être multipliés. Dans le cas du citron, qu'on peut trouver dans les additifs alimentaires codifiés sur
la série est 300 et jusqu'à 350, c'est pas moi quoi. Bon, qui sont des produits halal, qui sont des produits nuisibles, mais pas très nuisibles. Mais parce que c'est fait à partir d'une intelligence sur le fait de prélever le citron, analyser les composants du citron et voir maintenant qu'est-ce qu'on peut obtenir dans la nature de la chimie artificielle, quelque chose de semblable que de l'autre chimie naturelle on a pu déceler. Voilà. D'accord. Alors, professeur, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut avoir les protéines, les glucides et les lipides dont le corps a besoin pour fonctionner, en même temps dont l'âme a besoin pour s'élever, parce que vous avez fait un rapport entre l'alimentation et la spiritualité. Donc, les protéines, où est-ce que nous allons les trouver? Alors, les protéines, on les trouve dans les céréales. C'est vrai que deux fois, on diabolise aussi les céréales. On peut les trouver aussi dans les légumes, parce que les légumes ont les possibilités d'avoir une infime quantité de protéines, pendant que ça a des sels minéraux et tout. Donc on peut trouver ça dans des grains, comme je disais là tout à l'heure, le haricot grain, que ça soit blanc ou quoi, on trouve ça dans l'arachide. Parce que lorsque l'enfant est atteint du rachitisme, c'est-à-dire un peu comme s'il perdait son équilibre physique, souvent il est conseillé de lui faire, comment on peut dire, d'écraser les arachides et de mélanger avec de l'eau, donc la farine d'arachide, de mélanger ça avec de l'eau et de lui faire boire cette eau à concurrence d'1 litre par jour au moins. Alors ça va ramener, ça va le ramener, et ça le ramène pourquoi? Parce que l'arachide non grillé, je dis bien l'arachide cru, a une quantité raisonnable de protéines animales et végétales. Bon, mais pas de protéines en tant que telles. C'est l'extrapolation, je suis tombé moi-même. C'est des protéines qui vont se transformer en protéines, et c'est ce qui va faire à ce que l'enfant va retrouver la forme physique. Voilà. Et les glucides, c'est tout ce qui est sucre? Les glucides, c'est tout ce qui n'a pas sucre seulement, mais tout ce qui a comme amidon, parce qu'il y a le sucre là, le sucre rapide et tout. Je crois qu'on va y revenir doucement pour mieux aller dans le sens métaphysique. On y va comme ça. Voilà. Les lipides? Les lipides, c'est tout ce qui est de produits oléagineux. C'est-à-dire, on a dans l'arachide de l'huile, on a dans l'arachide une certaine huile, une huile naturelle. On a dans le soja de l'huile. Bon, pour aller d'abord dans le sens des grains, et on a des fruits comme l'avocat qui a de l'huile. On a même de l'huile dans les carottes. Bon, ces huiles-là sont en quantité raisonnable, que le foie n'est pas embêté lorsqu'il faut transformer les composants des carottes en huile. Le foie n'est pas embêté. Mais à prendre l'huile à la cuillère, comme si c'était la sauce elle-même, c'est-à-dire que c'est l'huile qui devient la sauce, c'est s'attaquer aux cellules du foie. C'est perturber le fonctionnement du foie. C'est ce qui fait que lorsqu'on a certaines maladies du foie, on vous rappelle qu'il faut faire attention avec l'huile. Alors, puisqu'on parle du foie, professeur, quel est le rôle du foie dans l'alimentation en général, et maintenant le rôle du foie dans la métaphysique et peut-être les sciences occultes? Bon, alors, commençons par les sciences occultes. Le foie, c'est l'ingénieur maison de l'organisme. C'est le foie qui est au centre de tout. C'est le foie qui purifie le sang. C'est le foie qui phagocyte les déchets qui sont dans l'organisme, et c'est le foie qui emmagasine tout ce dont le corps a besoin en termes de protéines, de glucides et de lipides. C'est ce qui fait que le foie, sur le plan santé, sur le plan classique,
si vous mangez quelque chose que le foie n'aime pas, le foie ne garde pas ça en son sein, renvoie ça dans le sang. Quand ça revient, ça renvoie. Ça va donc aller rester quelque part. C'est quelque part là que ça va produire le cancer. C'est quelque part là que ça va produire une tumeur. C'est quelque part là que ça va produire un fibrome. C'est quelque part là que ça va produire un kyste. Les kystes ne viennent pas du ciel, ne tombent pas, ne viennent pas de nulle part, ni les cancers. Bon, parce qu'on a l'impression que quand on parlait de ces histoires-là, c'est comme si... Ah mais non, maintenant si ce que vous avez mangé, si c'est la mauvaise huile qui vous a provoqué un cancer, ça ne va jamais guérir tant que vous allez alimenter le corps avec la même huile. Parce que l'huile là va nourrir les cellules qui sont devenues malignes, et ces cellules-là vont prospérer tant que vous mangez cette huile. Vous les alimentez. Et comme elles sont alimentées, elles vont évoluer normalement. Si vous voulez guérir du cancer dû à ce genre de comportement, arrêtez systématiquement de manger de l'huile. Ces cellules-là auront faim. Elles vont finir par mourir. Oui, petit à petit. Maintenant, les cellules telles que les globules blancs, comme le dit notre fameux grand professeur de médecine avec le prix Nobel, on n'aura pas besoin de médicaments forcément d'un très haut niveau, mais plutôt des épurants, des choses qui libèrent l'organisme et le tube digestif et tout, et qui permet à ce que le corps, les cellules, qu'on renforce le travail des globules blancs cette fois-là. Et puis, comme les autres ne sont plus alimentés, bon, n'importe qui a faim peut faiblir, et son affaiblissement va permettre à ce que les autres regagnent du terrain. D'accord. Alors, le pancréas, qu'en est-il? Alors, le pancréas, c'est une glande endocrine qui a deux choses à faire. Il y a une chose, c'est qu'elle fabrique des hormones. Ces hormones entrent directement dans le sang. Alors, ces hormones sont nombreuses, mais souvent j'utilise trois. J'utilise le glucagon, l'hormone qui permet à ce que le foie fabrique les glucoses, donc augmente le taux de sucre dans le corps. Dans les cas où le corps en a besoin et que vous n'en mangez pas, parce que si vous ne mangez pas suffisamment de glucides, vous pouvez arriver à un niveau où vous n'avez pas suffisamment de sucre, donc la glycémie n'est pas suffisamment en place comme il se doit, parce que il doit être dans l'ordre de 0, au moins 60%, mais souvent c'est 70. Bon, alors, mais si vous êtes en deçà, que peut-être vous êtes à 0,40% ou 30%, le pancréas va fabriquer la glycémie, du moins va fabriquer le sucre à travers le foie, c'est-à-dire la production du glucagon, arrivé au niveau du foie, va se transformer en sucre. Et le taux du sucre va encore reprendre le niveau normal. Alors là, on appelle glucagon, donc l'hormone qui permet au pancréas de busquer le taux de sucre vers la hausse. Maintenant, il y a l'insuline, la fameuse hormone connue de tout le monde, même d'un fou. Bon, lorsque ça manque, vous avez un taux élevé du sucre dans le sang, donc il y a des problèmes d'augmentation des glucides. Alors, cette hormone aussi arrive à ne plus être mieux élaborée par le pancréas quand il y a un problème. Mais sauf que on ne parlait pas de la maladie du pancréas ou du désordre du pancréas lorsqu'il s'agit du diabète, dans le sens vrai, comme pour faire tout pour avoir le médicament qui va directement au pancréas et intervenir pour que le pancréas commence à bien fonctionner, afin qu'on n'aille pas à l'aval, parce que le pancréas c'est l'amont, qu'on n'aille pas à l'aval pour dire ok, il faut que le sucre cesse dans le sang. Ah mais non, le sucre ne peut pas cesser dans le sang à partir du moment où on en prend dans la bouche, déjà au niveau de la bouche, on en prend au niveau
du duodénum où on a mal digéré, on a mal commencé sa digestion, et que l'insuline, peut-être dans le dysfonctionnement du pancréas, n'est plus produite dans des conditions normales. Parce qu'il y a aussi un autre problème, il y a le problème du surpoids. Lorsque vous prenez du poids, alors les parties du corps qui étaient faites pour un certain poids, le poids c'est l'adéquation âge-taille et âge-taille. Parce que le poids, ça forme un triangle. Le poids concerne la taille et concerne l'âge. Alors, ça fait un triangle. Maintenant, si vous aviez, prenons le cas du cœur, voilà à peu près notre cœur. Et si vous grossissez, le cœur doit grossir. Alors, c'est comme si vous faites la théophilie. Vous nous imposez de grossir, il va se passer un problème. C'est la même chose le pancréas. Lorsque vous aviez une masse corporelle, que le pancréas, la fabrication de son hormone qu'on appelle insuline, ne se passe pas dans les conditions à pouvoir satisfaire tout le corps. Alors vous voulez que ça devienne quoi? Entre-temps, le glucagon est fabriqué. Hein? Donc, il faut que le pancréas soit pris en compte dans le domaine médical pour comprendre les problèmes de maladies cardiovasculaires, par exemple. Parce qu'il y a un fonctionnement en symbiose qui se passe entre le pancréas, le foie et les reins. Alors, quand il y a le désordre dans ce fonctionnement, il y a le désordre ce désordre peut entraîner n'importe quoi. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé des reins. Étant donné que nous sommes dans les rôles de ces différents organes, le rein, à lui, quel serait C'est un filtre. Ça permet d'extraire hors du corps ce qui n'est pas nécessaire. Parce que le pancréas, les reins ont des chapeaux qu'on appelle les jarres que les avocats portent là souvent lorsqu'ils sont au tribunal. Bon, ces chapeaux-là sont appelés les glandes surrénales. Les glandes surrénales jouent un grand rôle pour synthétiser le fonctionnement des glandes thyroïdes, le fonctionnement du pancréas et même du foie, y compris le fonctionnement des reins. Alors, donc, quand le sang descend au niveau des reins, c'est grâce à ce travail d'harmonie que le corps, du moins, va, comme une certaine intelligence, savoir que ça doit passer dans les urines et ça doit continuer dans le sang. Alors donc, ça entre au niveau du rein et là, les néphrons, qui sont les filtres et tout, peuvent donc maintenant filtrer les saletés, filtrer le sang, quoi, et faire descendre les saletés, entre guillemets, au niveau de la vessie. Et puis, le reste passe, continue son chemin. Alors, mais ce qu'on remarque souvent, c'est que même quand une personne n'est pas très malade, qui a quand même quelques velléités fonctionnelles en ce qui concerne sa santé, au niveau des urines, on rencontre des choses qui ne devraient pas être dans les urines. C'est pourquoi chez les orientaux, on boit les urines pour redonner à l'organisme ce qu'il allait perdre dans les urines. On les boit. Ça revient rétablir l'équilibre jusqu'à ce que c'est les urines qui vont purifier les neurones. Ce n'est pas les médicaments. Bon, dans le monde occidental, c'est le contraire. Tout passe par le médicament. Maintenant, les médicaments ont un problème. C'est qu'au niveau des neurones, les médicaments, parfois, sont dangereux au niveau des neurones du foie. Tout comme les boissons sucrées. Et d'ailleurs, tout ce qui a des sucrés sature les reins. Donc, détruisent petit à petit les néphrons. C'est ce qui fait que le taux de dialysants augmente d'année en année au fur et à mesure que les supermarchés prennent de l'ampleur et la consommation du sucre et des produits sucrés
et la consommation de certains médicaments prennent le dessus sur des conseils hygiéniques qu'on devrait apporter aux malades. C'est-à-dire leur conseiller à se pourvoir d'un mode de vie qui permet à aller dans la prévention. La prévention, apparemment, est toujours le médicament. Alors que la prévention devrait être une hygiène de vie qui est calquée sur la connaissance du fonctionnement de l'organisme, qui permettrait de faire le tri de ce qu'on doit faire pour ne pas empêcher l'organisme de mieux fonctionner. Et là, dans le sens diététique, voir ce dont le corps a besoin et de ne lui donner que ce dont il a besoin pour son bon fonctionnement. Voilà. Alors, professeur, nous sommes dans le cadre de la métaphysique et le plus souvent, vous aviez eu à définir l'homme comme un ensemble de vibrations et tout ce qui va avec. Alors, vous nous aviez donné, je ne vais pas dire de façon classique, mais vous avez ressorti les différents rôles des différents organes qu'on retrouve dans le tube digestif. Alors, à quel moment interviennent donc ces vibrations dont nous sommes constitués? Voilà. Là, c'est une bonne question. Lorsque on étudie le fonctionnement de l'énergie, on constate que il y a 3 dimensions de l'organisme. Il y a la dimension immunitaire, ou alors comment on appelle ça, nerveuse, qui vient du central nerveux, le système nerveux cérébral et le système nerveux autonome, d'une part, et il y a les glandes endocrines, qui sont en quelque sorte des relais, on peut appeler ça des accumulateurs de l'énergie, c'est-à-dire qui part du système nerveux, ça arrive à ce niveau comme des transformateurs, et c'est ces glandes-là qui vont synthétiser l'électricité qui vient du système nerveux afin que les organes n'en soient pas électrocutés. Donc, ça fait donc 3 systèmes, système nerveux, système glandulaire et système organique. Alors, maintenant, ces 3 systèmes fonctionnent en symbiose. Mais sous l'intelligence, sur l'aspect, là maintenant parlons d'aspect métaphysique pur et dur, sous l'intelligence du subconscient, qui obtient aussi, qui au-dessus, se trouve le supraconscient. Alors, maintenant, c'est derrière ça que fait fonctionner, c'est-à-dire, c'est dans cet ensemble que fonctionnent 2 systèmes. Le système circulatoire et le système, comment on appelle ça, circulatoire normal, le sang et tout. Et le système subtil, de circulation subtile, c'est-à-dire le fonctionnement des chakras. Alors là, il y a l'énergie qui monte du coccyx jusqu'au niveau de la tête et redescend, et ça fait le serpent qui avale sa queue. Derrière cette circulation d'énergie vibratoire et autres se situent donc des ampoules. C'est ces ampoules-là qu'on appelle les roues des chakras, tout court. Alors ces ampoules-là vont donc se positionner de façon à contrôler mystiquement les fonctions du foie, des reins, du pancréas, du cœur, à tous les niveaux. Je pense que là, c'est un autre aspect que je ne peux pas entrer en profondeur là maintenant, parce que il faut que je m'y prépare quand même. Bon, donc, le corps n'est pas que physique. On ne peut pas que soigner les gens physiquement. On peut soigner les gens lorsque on tient compte de ces aspects. Mettons la sorcellerie à part. Parce que, en réalité, la sorcellerie joue un grand rôle dans les maladies psychiques. Tout simplement parce que ça attaque le fonctionnement de la circulation de l'énergie sur le plan subtil. Moins que de la circulation du classique, du fait de la circulation du sang.
Alors donc, si ça perturbe le système glandulaire, même le cœur ne fonctionne plus bien, même le pancréas ne fonctionne plus bien. Parce que je dis que le palier du haut, c'est le système nerveux. Donc, le palier du milieu, c'est le système glandulaire et le palier du bas, c'est le système organique. Alors, si on touche le palier du haut, tous les deux autres ne fonctionnent pas bien. Voilà. D'accord, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et on va revenir sûrement pour un commentaire. C'est la réflexion. Souvent, on me demande, c'est quoi le lien entre l'alimentation vivante et la spiritualité libre? En fait, c'est simple, c'est que mon premier conduit naturellement à mon deuxième. Selon toutes les écoles de pensée en biologie, nous sommes composés d'un minimum de 60% d'eau. Et la circulation énergétique d'énergie, elle est optimale lorsque cette eau-là, elle est minéralisée. Quand vous allez dans les gymnases, vous voyez, on essaie de vous vendre des boissons avec des électrolytes pour vous donner de l'énergie afin d'augmenter vos performances. Mais les électrolytes découlent de la décomposition des minéraux. Et le spectre le plus large qui soit pour vous procurer des minéraux à profusion, c'est le monde végétal. Surtout si vous absorbez le végétal vivant, cru, sans l'avoir cuit. Donc, tous les minéraux vous sont disponibles pour entrer en nous et nous nourrir et satisfaire tous nos besoins d'ordre physique. C'est pour ça, par exemple, que je préfère de loin les pousses et les germinations parce qu'ils sont encore plus concentrés qu'un légume mature. D'autant plus qu'il y a une qualité vibratoire extrêmement intéressante. Ce qui fait en sorte qu'en étant nourri convenablement, ma dépense énergétique, elle est gardée. Je ne l'ai pas dépensée inutilement au travers un processus digestif trop lourd. Regardez alentour de vous dans les restaurants sur l'heure du midi. Les gens prennent une grosse soupe, un gros morceau de viande, des patates, un dessert au chocolat, un verre de lait, puis ensuite c'est tout étonné de voir que ça cogne des clous dans l'après-midi. L'idée, c'est qu'en mangeant du végétal cru, vivant au moins à 50%, d'une part, on se met à l'abri de tout ce qui s'appelle maladie, et de l'autre côté, on reste disponible à l'entièreté de son être. En étant en constante union avec moi-même, le véritable pourquoi de mon existence sur la Terre devient évident. Et la lancée, le chemin qui m'est tracé pour y parvenir, pour évoluer, est plus clair et limpide que jamais. En intégrant progressivement l'alimentation vivante dans votre menu quotidien, vous verrez bien, vous autres aussi, et vous serez les premiers à bénéficier. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Professeur, est-ce que vous aviez un commentaire par rapport... Alors là, il faut que c'est le blanc qui parle, hein, au noir. Parce qu'en Afrique, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont perdu complètement la notion de manger Afrique. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il n'y a pas de raison que dans les restaurants des Africains, en Afrique, au Cameroun par exemple, qu'il y ait des plats purement traditionnels, c'est-à-dire des genres comme le sanga, où on va avoir une sauce de maïs avec des feuilles, des genres comme le zom, où on aura du macabo avec des feuilles, tout ça fait à base de la sauce de noix de palme. Alors, ce genre de nourriture commence à foutre le camp. Peut-être que, du moins, on foutu le camp à force d'en réclamer. Peut-être qu'à certains points, on peut les trouver maintenant. Mais c'est quand même nécessaire qu'on suive les maîtres. Parce que jusqu'à preuve de contraire, quand un blanc parle, on comprend. Mais quand c'est un noir qui dit aux autres noirs, qu'est-ce que vous faites là n'est pas bien, il dit, mais lui, il sort d'où? Nous, on a les diplômes. Voilà. D'accord, je pense qu'on a beaucoup de messages qui nous parviennent. Donc, ce qu'on va faire, c'est de commencer déjà à apporter des réponses à ces messages. C'est le SOS téléspectateurs.
Alors, le premier message de ce soir, j'aime l'émission, je ne rate jamais. Puis-je avoir le numéro de l'invité? Ça sera hors antenne. Nous sommes désolés, l'émission n'a pas de son. Il y a un problème technique. Rassurez-vous, vous pouvez revoir votre émission sur YouTube. Bonsoir, Omsa, s'il vous plaît, en quoi l'alimentation et la spiritualité sont-elles liées? Oui, l'alimentation et la spiritualité sont liées que dans un corps sain habite une âme saine. Si vous êtes trop malade avant de mourir, il y a des risques que si vous êtes chrétien ou musulman, que vous alliez en enfer. Il y a des risques. Parce que c'est l'enseignement de base qui voudrait bien qu'on sache que dans un corps sain habite une âme saine. Donc, c'est une preuve que votre âme n'était pas dans un corps sain et qu'il y a des risques que la saleté du corps puisse affecter l'âme. Je fais juste un commentaire. Je n'ai jamais été au paradis ni en enfer pour savoir ce qui se passe là-bas. J'ai entendu parler et personne ne m'a dit que bon, moi j'ai vu ça ou bien je suis allé. Nous, en métaphysique, on croit qu'on réincarne, on va et on revient. Et les choses qu'on a mal faites, on doit les refaire jusqu'à ce qu'on les fasse mieux et on se purifie. C'est pourquoi une bonne alimentation permet qu'on s'élève, qu'on ait les possibilités de s'élever et d'écourter le nombre de réincarnations. Parce qu'il faut retourner dans le corps de gloire, ce corps dans lequel, quand on y entre, on peut maintenant faire retour. Le retour aux sources, c'est-à-dire le retour à la divinité suprême. Voilà. Alors, Jésus a fait 40 jours de jeûne au désert. J'aimerais savoir si un homme normal peut faire 40 jours sans manger. Le message bon, Massou a fait plus de 25 jours sans manger. Christian Toumé est allé le supplier. Je crois qu'il pouvait faire 40 jours si c'est qu'il n'attendait pas qu'on le supplie pour qu'il arrête, peut-être. Bon, donc il y a plein de gens, lorsque vous allez sur YouTube, vous allez trouver des gens qui font 60 jours sans manger. Donc c'est pas, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut faire même 3 mois sans manger, mais on ne peut pas rester longtemps sans respirer. On ne peut pas rester du tout sans boire de l'eau, surtout si tu ne manges pas. Ne t'hasarde pas à ne pas boire de l'eau du tout. Parce qu'encore tu peux manger et trouver quand même un peu d'eau dans les aliments. Quelque peu de l'eau dans les aliments consommés, mais ne dites pas que vous allez rester des mois sans manger et sans boire. Voilà. Bonsoir à vous, docteur. Belle analyse du thème. La spiritualité est devenue une chose très capitale dans le vécu quotidien de certains. Alors, comment éviter les pratiques spiritualistes? C'est Elias qui nous écrit depuis Figuil. Alors, moi, je pense que la spiritualité n'est pas quelque chose de quotidien dans nos pratiques. Beaucoup de gens disent, je suis l'enfant de Dieu. Il faut voir comment il boit, comment il mange. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, comment il se cache pour faire certaines choses. Bon, c'est que les gens aujourd'hui se vantent avec la spiritualité. Alors, ce qui laisse croire qu'il y a 2 types de spiritualité, la spiritualité négative et la spiritualité positive. Dans la spiritualité positive, on ne badine pas avec la base. La base, c'est l'alimentation. La base, c'est le mode de vie. C'est une manière de vivre saine. La base n'est pas une histoire de prendre un livre, un quelconque livre, attribuer ça à Dieu et marcher partout avec, en portant des robes blanches ou bien des, c'est pas moi quoi. La base, c'est le mode de vie, la manière dont on vit. Et si vous mangez mieux, vous avez de bonnes pensées. Si vous mangez mal, vous avez de mauvaises pensées. C'est pourquoi on dit que celui qui mange la viande du lion, ce n'est pas le jour qu'il en mange qu'il devient malade, du moins qu'il a la gale. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force de manger certaines choses, votre cerveau se transforme. Si vous mangez des choses qui sont de mauvaises vibrations, votre cerveau va se transformer négativement. Si vous mangez des choses de bonnes vibrations, votre cerveau va bénéficier de ces choix qui vont purifier votre sang, et le sang étant purifié, le cerveau aussi sera bien oxygéné et tout va aller dans le sens positif. Et vous serez donc une personne exemple pour votre milieu.
Alors Guy voudrait savoir ce qu'il y a lieu de faire pour nettoyer spirituellement une maison en location avant de l'intégrer. Mais là, spirituellement, il faut utiliser des choses simples. Alors, première chose, vous pouvez nettoyer une maison avant d'y entrer, mais vous-même, vous venez avec des choses dehors qui sont des choses pas bien. C'est comme les gens transportent des souris de l'Europe ici. Dans les cargaisons de marchandises, dans les bateaux, on y trouve souvent des souris. Et ces souris peuvent se retrouver dans l'armoire. L'armoire là peut se retrouver dans une maison à Douala. Bon, les souris que vous aviez ailleurs sont revenues ici, ou inversement. Alors, on doit se purifier soi-même. Donc, on dit, bon, je vais quitter cette maison, les choses que je faisais, la manière dont je vivais et tout, ça doit changer. De deux. De un, il faut, avant d'arriver dans cette maison, avant d'y installer quoi que ce soit, balayer, enlever les toiles d'araignée et tout, et balayer à grande eau. Et puis maintenant, mettre des poudres faites à base de charbon, de bois mélangé aux poudres d'ail, saupoudrer toute la maison et tout. Attendre 3 jours, au 4e jour, vous venez donc maintenant faire le vrai nettoyage. Alors là, vous avez une maison qui est plus ou moins rénovée. Comme si on venait de construire ça, comme si personne n'y avait déjà habité et laissé son aura. Voilà. Alors, quel aliment rend l'homme mystique? Le fruit, en principe. C'est le fruit, en principe, qui rend l'homme mystique. Si on peut consommer que le fruit, c'est bon. Accoudé ou associé au jet. Les jets, c'est quelques plantes qui doivent être étudiées et qu'on prendrait plutôt en jus, pas en comment je peux appeler, pas en substance qu'on doit mâcher. Mais quand on prend les choses en jus, ce n'est pas bon. Parce que même le fruit, lorsque vous les buvez, hein, les agrumes, dans le fruit juteux, lorsque vous les buvez, c'est pas comme quand vous les mâchez. Parce que quand vous mâchez les pulpes et tout, ça dépose dans votre tube digestif des substances qui sont des fibres et qui permettent à ce que la flore intestinale puisse être fournie. Mais quand vous le buvez, vous buvez une boisson qui malheureusement peut passer la zone buccale, c'est-à-dire la bouche, sans être imprégné suffisamment de la salive et se retrouver dans le tube digestif. Et là, c'est autre chose. Donc, les boissons doivent être ingurgitées comme le bébé le fait. Un bébé, quand vous le voyez, jusqu'à un certain âge, quand on lui donne même de l'eau à boire, il ne boit pas à gorge déployée. Il suce. Il fait comme s'il... Il le goûtait. Voilà, c'est ça. Alors, Patrick voudrait savoir quel aliment doit-il manger pour prendre du poids. Alors, s'il veut prendre du poids, qu'il mange beaucoup d'huile et qu'il boive de la bière. Ça fait partie des aliments du quotidien. Parce que je ne sais pas pourquoi il demande à ce qu'on lui donne une recette pour prendre du poids. On ne connaît pas son âge. On ne sait pas combien il pèse, hein, et quel est le poids, ou du moins quel est le poids qu'il a maintenant. Bon, la taille qu'il a maintenant et l'âge. Nous n'avons pas ça. Lui, il nous pose seulement la question, il veut savoir qu'est-ce qu'il... Donc, il boit le vin, normalement, surtout la bière, et puis il prend des sources d'huile bien fournies. Et là, son poids va venir et après, il va encore se plaindre que comment faire pour perdre le poids. Alors, bonsoir, professeur. Si nous mourons métaphysiciens, quel type d'hommes serons-nous à la prochaine réincarnation? Nous serons quelqu'un qui va continuer avec une mission qu'il a commencé, comme tout le monde. On ne sera pas autre chose que ça. Mais sauf que lorsqu'on fait des études métaphysiques, on diminue le nombre du temps de réincarnation parce qu'on a appelé à évoluer normalement ou à évoluer à un rythme plus accéléré. Parce que le but de l'homme sur la Terre, ce n'est pas de caler sur la Terre. Il y a d'autres planètes, il y a d'autres galaxies, nous pouvons y aller. Mais nous sommes sur la Terre parce que notre mission pour l'heure consistait à y rester. Alors, combien de temps voulons-nous y rester? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que
c'est la seule planète que les vivants que nous sommes appelés à vivre. Ou alors nous avons d'autres dimensions qui nous attendent. Parce que quand on est sur la Terre, nous sommes physiques comme nous sommes là. Parce que la matière qu'on appelle corps là, c'est la matière qui vient du sol. C'est pourquoi quand on meurt, ça retourne au sol. Mais nous-mêmes, c'est l'intérieur, à l'intérieur de nous existe nous-mêmes, qu'on peut appeler âme ou qu'on appelle ça quoi. Nous, on ne meurt pas. On quitte ce corps-ci, qui reste la matière de la terre. Et la terre absorbe sa matière. Nous pouvons donc nous envoler, aller dans l'astral, nous retrouver peut-être sur Mars, Vénus, Jupiter ou quoi, pour d'autres missions. Pourquoi pas? Voilà. Alors Moïse voudrait savoir que faut-il manger quotidiennement pour être en bonne santé. On a déjà dit lipides, glucides et protéines. Par exemple, le matin, on mange que de fruits, on boit beaucoup d'eau. À midi, on mange des nourritures, des produits vivriers qui sortent du sol. Et le soir, on ne mange pas. Ce n'est pas décider de manger 3 fois par jour. On doit manger d'ailleurs quand on a faim. Hein? Parce que le matin, en fait, quelques 2 ou tranches de fruits, c'est juste pour vitaminiser l'organisme. Ça n'a rien à voir avec le vrai repas qu'on appellerait le petit déjeuner. Ça, c'est des styles de gourmandise et qui concordent avec la consommation de médicaments. Et tout cela parce qu'il faut vendre le café, hein, et les additifs, les éléments additionnels au café, le pain, le beurre et tout. Bon, donc créer un marché. Parce que les gens qui viennent avec ces idées-là ici, ils sont venus avec un marché à implémenter et ils ont réussi à le faire. Aujourd'hui, ça devient comme si c'était impératif de prendre 3 repas par jour. On doit manger 1 fois par jour lorsqu'on a faim. Et on doit attendre qu'on ait faim. Et sauf que quand on a faim, souvent, on est pressé, on ne marche plus bien. Bon, et c'est ce qui fait que certaines personnes sont étonnées qu'à peine qu'elle ait commencé à manger, qu'elle est rassasiée. Voilà. Alors, consommer beaucoup d'eau peut-il détruire certains microbes dans le système digestif et dans le système sanguin? Ouais. Quand on consomme beaucoup d'eau, on a la chance de faire au moins beaucoup pipi. Même si on n'a pas la chance de faire caca. Parce que consommer beaucoup d'eau sans accompagner ça d'une méthode respiratoire, bon, de respiration, voilà, d'une méthode de respiration, peut entraîner à ce que on n'ait pas la satisfaction que les autres ont à consommer beaucoup d'eau. Parce qu'il y a des gens, quand ils consomment le matin 2-3 litres d'eau, hein, il fait les selles, alors qu'il fait des selles difficilement. Bon, mais une autre personne peut consommer 4 litres d'eau, ne fait pas les selles. Alors cette personne-là doit accompagner à cela de cures de respiration matinale. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait des aliments à consommer pour soigner le mal de dos? C'est Alex qui nous écrit parce qu'il souffrirait d'une douleur lombaire atroce. Alors là, est-ce qu'en lui prescrivant un régime alimentaire, ça va suffire pour que sa douleur lombaire atroce se calme? Là, ce que je peux lui dire, c'est de prendre beaucoup de sauces à l'aide des potages, c'est-à-dire des condiments hachés. Voilà, des condiments hachés, ail, oignon, céleri, poireau, poivron, hein, tout ça haché et faire ça dans un bain d'eau. On peut, pour 5 litres d'eau, pour 3 litres d'eau, mettre 5 cuillerées à soupe d'huile et refuser de mettre du sel. Donc si on met beaucoup de carottes, ça sera un peu sucré. Et on mange comme ça au moins 4 fois par semaine. Donc 4 fois, tout moins 4 jours par semaine. Donc 4 sur 7 en fait. Oui, 4 jours sur 7 au moins. Comme ça, chaque semaine, au bout d'une période, quelque chose va changer. Surtout si les 3 autres jours, en reprenant l'alimentation normale, où on met du sel, qu'on ne mange pas de viande, de poisson et tout, suit dans les légumes. Voilà.
Alors, est-ce que les purges et les thés tels que les thés de cannelle, de gingembre, sont adéquats pour se désintoxiquer? Oui. Et à quelle fréquence faut-il les prendre? Là, je pense qu'il faut dire ceci. Ces choses vont selon chacun. Vous pouvez mélanger une cuillerée à soupe de cannelle avec du gingembre, avec un peu de miel. Ça va vous faire du bien, mais quelqu'un d'autre fera un peu plus. Bon, donc il faut voir déjà qu'est-ce qui vous amène à faire ça. Mais si c'est une cure d'entretien, une cuillère à soupe chacune de ces poudres suffirait pour faire une petite, un petit verre de boisson chaude à consommer le matin et le soir avant de dormir. Bonsoir, prof. Que dites-vous du jeûne à eau pendant 7 jours? Oui, mais le jeûne est toujours quelque chose de nécessaire. C'est vrai que lorsque on a des maladies cardiovasculaires comme le diabète, lorsqu'on jeûne, c'est comme si on voulait se tuer. Là, ça fait très mal à jeûner, surtout lorsqu'on a pris du poids. Mais on peut faire ça 3 jours, on recommence la fois prochaine, on fait 3 jours, on arrête, on recommence 3 jours après ou 7 jours après. Et la fois prochaine, on passe à 5 jours. Il ne faut pas aller directement à 7 jours. Donc, il faut aller progressivement. Chaque fois, on ajoute la première fois, vous faites 24 heures. La deuxième fois, 48 heures. Dans 2 jours. La troisième fois, 72 et 3 jours. Et puis, vous arrêtez. Vous faites encore une semaine, vous recommencez pour passer à 5 jours, ainsi de suite. Bon, là, vous perdez du poids normalement. Et un poids qui ne peut plus revenir si on réussit à faire ça. Bon, mais là, c'est des choses à faire à long terme. Ça, vous faites ça pendant presque toute une année, pour ne pas dire au moins 6 mois. Ce n'est pas une histoire d'aller vite en besoin. Et surtout, lorsque vous commencez à faire des choses comme ça, calez dedans. Ne faites pas que vous faites juste par aventure. Dès que vous avez le résultat, vous recommencez à vivre la vie que vous viviez avant. Hein? Spirituellement, ça ne se comprend pas. Vous avez changé de vie. Vous êtes en train de juste résoudre un problème qui vous embête et revenir dans le mondanisme habituel. Voilà. D'accord. Nous rappelons juste à nos téléspectateurs que nous n'avons pas la possibilité de répondre à vos appels en direct. Donc, vous pouvez juste nous envoyer des messages et puis on fera le nécessaire pour vous apporter des réponses. En fait, apparemment, pour ça, nous serons arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Alors, on a commencé avec une autre série une autre série sur le thème porté sur la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Parce que nous pensons que tout ce que nous disons, si nous ne faisons rien pour que les gens comprennent que la spiritualité, ce n'est pas la prière. La spiritualité, ce n'est pas le fait de vagabonder dans la ville avec des groupes, c'est pas moi, ou d'aller dormir quelque part. Ça, c'est pour résoudre des problèmes de la vie. Par exemple, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas du travail et tout. Bon, vous voyez qu'il y a un pasteur, faiseur de miracles. Vous partez à son église, vous en devenez fidèle, vous trouvez votre mari, vous trouvez votre travail. Là c'est autre chose. Mais là, ce n'est pas la spiritualité. Nous parlons de la spiritualité comme un mode de vie transformant l'être humain, à l'amener à devenir quelqu'un d'affranchi, un Dieu en quelque sorte. Parce que en fait, même la Bible dit, nous sommes les fils de Dieu, les fils du Très-Haut. Ceux qui lisent les psaumes, souvent, ils peuvent lire ça dans Psaume, je crois, 86. Bon, verset quoi, je ne sais pas. Là, j'ai oublié. Voilà. D'accord, alors nous avions été ravis de vous avoir nombreux ce soir, mais vous deviez retenir que, comme l'a dit le professeur, c'est une série d'éditions. Je suis sûre que vous êtes nombreux à vous demander, mais vous n'aviez pas parlé de spiritualité, vous n'avez pas. Nous allons continuer lentement
avec, dans la suite des éditions, à vous proposer ou alors à faire le lien entre l'alimentation, la spiritualité et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés uniquement d'abord sur, on va dire, le basique, le tube digestif et tout ce qui va avec. Et dans les éditions précédentes, nous allons aller un peu plus en profondeur. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. D'ici là, portez-vous bien.